Il veut y demander l'asile politique pour pouvoir ensuite émigrer aux États-Unis. La Yougoslavie socialiste n'est pas membre du pacte de Varsovie. Le maréchal Tito ne veut pas dépendre de l'URSS et conserve de bonnes relations avec les États-Unis. Au cours de l'année 1953, elles vont encore s'améliorer. Les Américains livrent des armes aux Yougoslaves. Au début, ce sont des surplus de la Seconde Guerre mondiale. Mais peu après, ils prennent livraison du jet le plus moderne des Américains, le F-86. Pendant des décennies, on a tout ignoré des tractations qui ont précédé. Au cours de l'été 53, les Yougoslaves prennent contact avec la CIA. Les agents américains s'intéressent au Yak roumain. Les deux parties tombent rapidement d'accord. Les services secrets de l'US Air Force à Wiesbaden sont à nouveau en alerte. Cette fois, Gareri doit faire transporter le jet entier. Il demande un avion cargo au quartier général de l'US Air Force, dans l'Ohio. L'équipage ne sait que le strict minimum. Tout ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une mission au départ de Wright-Patterson et que c'est un vol transatlantique. Le briefing s'est résumé à ça. L'US Air Force envoie son plus gros avion de transport. Le pilote reçoit ses instructions de vol d'un officier des services secrets qui est à bord. On ne m'a jamais dit le nom de la base aérienne où je devais atterrir. Je l'ignore encore aujourd'hui. L'atterrissage a lieu quelque part en Yougoslavie. Le Yak-23 roumain est transporté aux États-Unis. En pleine guerre froide, c'est un atout de plus dans la lutte pour la suprématie aérienne. Le Yak appartient maintenant aux Américains. On soumet l'appareil à une batterie de tests au quartier général de l'US Air Force dans l'Ohio. Personne n'a remarqué le Yak-23 aux couleurs américaines qui volait au-dessus de Wright-Patterson. Ce n'était pas étonnant, car il y avait un tas d'appareils bizarres qui passaient sur cette base. Seul un gamin de Fairborn, âgé d'une douzaine d'années, a téléphoné à la base pour demander « C'est quoi ce chasseur soviétique au-dessus de la base de Wright-Patterson » Au quartier général de l'US Air Force, une unité spéciale est chargée d'expertiser la technologie de l'ennemi. Au début de la guerre froide, elle compte quelques centaines d'employés. Ils seront rapidement des milliers à utiliser toutes les sources d'informations possibles. Certains seront appelés plus tard à travailler dans la zone 51. Avant de prendre leurs fonctions quelque part dans le monde, les attachés militaires étaient obligés de passer par chez nous. On leur expliquait ce qui nous intéressait et on leur apprenait à rapporter des informations exploitables. Les défilés du 1er mai à Moscou étaient une bonne occasion pour observer et photographier l'armement soviétique. Il n'y en avait pas d'autres en général. On forme les attachés militaires pour en faire des spécialistes de la photographie de renseignement. Comme les pièces d'un puzzle, on confronte les différents rapports pour obtenir une image précise de la machinerie militaire soviétique. Les matériels récupérés sont soumis à des analyses rigoureuses dans des laboratoires spéciaux. Tous les résultats sont consignés et transmis à qui de droit. Ce département, dont le nom change souvent, est un service secret et un laboratoire de recherche. Une bureaucratie aux missions très spéciales. Les militaires peuvent y passer leurs commandes. De radios, de canons embarqués, de radars et même de MiG entiers.
Ils nous disaient « voilà ce que nous voulons » et on l'achetait. Ou alors on se le procurait autrement. Pendant la guerre de Corée, les Américains ont offert $100 000 pour un MiG. Les informations recueillies sur ce jet auraient eu une valeur inestimable pendant les combats. Mais ce n'est que plusieurs mois après l'armistice qu'un transfuge atterrit en Corée du Sud. Il affirme tout ignorer de la somme offerte, mais il l'empoche tout de même. Son appareil est examiné à Wright-Patterson. Mais déjà, le quartier général de l'US Air Force dans l'Ohio n'est plus l'endroit idéal pour des vols d'essai ultra secrets. Deux ans après, en 1955, on trouve un terrain plus adapté. En plein désert du Nevada, autant dire au milieu de nulle part. Là-bas, les jets ne passent plus avec fracas au-dessus des petits malins de 12 ans. On commence aussitôt à tester les MiG sur un terrain complètement isolé par des mesures de sécurité exceptionnelles. La zone 51. À 50 km des Blue Mountains, sous les noms de code Have Donut, Have Drill et Have Ferry, commencent en 1967 les tests avec les MiG récupérés par les Israéliens. Ce programme conférera aux États-Unis une suprématie aérienne incontestée. Les premiers essais donnent des résultats surprenants. Dans les combats tests, pas un pilote de l'US Navy n'arrive à l'emporter sur les vieux MiG-17. Après les entraînements, presque tous y arrivent. Pour les Américains, ces jets ont été d'un précieux secours. Les Israéliens livrent toujours plus d'appareils aux Américains. Pendant la guerre des 6 jours, en 1967, ils se sont emparés d'un riche butin. Des avions, des chars et des radars. Butin qui se retrouve rapidement dans la zone 51. Ils nous ont livré des postes de contrôle radar, certains endommagés par les tirs. Il y avait encore des photos de leurs petites amies sur les consoles, ou même une ou deux fois des débris humains. Le nettoyage avait été sommaire. Ça faisait froid dans le dos. Grâce à ces examens, les Américains découvrent ce que l'ennemi voit sur ses écrans radars. Les techniciens trouvent aussi une sorte d'empreinte électronique qui permet d'identifier tous les types d'avions. Ils commencent alors une série d'expériences sortant de l'ordinaire. On a mis sur ce mât tout ce qu'on pouvait trouver, même des avions de l'Air Force ou de la Navy. C'était un projet mineur, on faisait plutôt ça pour passer le temps. Le résultat est inattendu. À la suite de ces études, on met au point des avions révolutionnaires qui laisseront les soviétiques dépourvus de parade, les bombardiers furtifs. Certains fans d'OVNI aperçoivent le prototype Have Blue au-dessus de la zone 51. Leurs descriptions, pourtant précises, seront mises sur le compte d'une imagination délirante. Tous les bombardiers furtifs effectuent leurs essais en vol à Groom Lake. Les États-Unis testent dans la zone 51 les armes qui doivent leur assurer l'avantage dans la guerre froide. Les tests sur les MiG israéliens leur permettront de développer pour leurs pilotes de jet une nouvelle technique d'entraînement basée sur des escadrilles d'agresseurs, qu'on pourrait appeler les unités soviétiques de l'US Air Force. Les jets volent au-dessus de la zone 51, mais dépendent de la base de Nellis, au sud de la zone interdite. Le concept est simple.
Les agresseurs utilisent la tactique soviétique contre leurs collègues américains. Mais ils sont aux commandes de jets américains, car il n'y a que très peu de